Lettre 3. Je reprendrai, cher ami, le cours de mes promenades dans ce que je puis appeler l'ancien Paris, tant depuis ma jeunesse cette ville a subi de métamorphoses sous tous les rapports. Une des plus fréquentées était la promenade des boulevards du Temple. Tous les jours, mais le jeudi principalement, des centaines de voitures allaient, venaient ou stationnaient contre les allées où sont encore maintenant les cafés et les parades. Les jeunes gens à cheval caracolaient autour d'elle, comme à Longchamp, car Longchamp existait déjà. Les allées ou bas-côtés étaient pleines d'une foule immense de promeneurs, jouissant du plaisir d'admirer ou de critiquer toutes ces belles dames, très parées, qui passaient dans leur brillant équipage. Un des côtés du boulevard, celui où se trouve maintenant le café turc, offrait un spectacle qui bien souvent m'a donné le fou rire. C'était une longue rangée de vieilles femmes du Marais, assises gravement sur des chaises, et les joues tellement couvertes de rouge qu'elles ressemblaient tout à fait à des poupées. Comme à cette époque les femmes d'un rang élevé pouvaient seules porter du rouge, ces dames croyaient devoir jouir du privilège dans toute sa latitude. Un de nos amis, qui les connaissait pour la plupart, nous dit qu'elles n'avaient d'autre occupation que celle de jouer au loto du matin au soir, et qu'un jour qu'il revenait de Versailles, quelques-unes d'elles lui demandant des nouvelles, il répondit qu'il venait d'apprendre que M. de la Pérouse devait partir pour aller faire le tour du monde. « En vérité, s'écria la maîtresse de la maison, il faut que cet homme-là soit bien désœuvré. » Plus tard, longtemps après mon mariage, j'ai vu sur ce même boulevard divers petits spectacles. Le seul où j'ai été souvent, et qui m'amusait beaucoup, était celui des Fantocchini de Carlo Perico. Ces marionnettes étaient si bien faites, et leurs mouvements si naturels, qu'elles faisaient parfois illusion. Ma fille, qui avait au plus 6 ans, et que j'y menais avec moi, ne doutait pas d'abord que ces personnages ne fussent vivants. Quand je lui eus dit le contraire, je me rappelle que je la menai peu de jours après à la Comédie-Française, où ma loge était assez éloignée du théâtre. « Et cela, maman, me dit-elle, sont-ils vivants ?» Le Colisée était encore un lieu de réunion fort à la mode. On l'avait établi dans un des grands carrés des Champs-Élysées, en bâtissant une immense rotonde. Au milieu se trouvait un lac, rempli d'une eau limpide, sur lequel se faisaient des joutes de bateliers. On se promenait tout autour dans de larges allées sablées et garnies de sièges. Quand la nuit venait, tout le monde quittait le jardin pour se réunir dans un salon immense où l'on entendait tous les soirs une excellente musique à grand orchestre. Mademoiselle Lemort, très célèbre alors, y a chanté plusieurs fois, ainsi que beaucoup d'autres fameuses cantatrices. Le large perron qui conduisait à cette salle du concert était le rendez-vous de tous les jeunes élégants de Paris qui, placés sous les portiques illuminés, ne laissaient point passer une femme sans lancer une épigramme. Un soir, comme j'en descendais les degrés avec ma mère, le duc de Chartres, depuis Philippe Égalité, se tenait là, donnant le bras au marquis de Genlis, son compagnon d'orgie, et les pauvres malheureuses qui se présentaient à leurs yeux n'échappaient point aux sarcasmes les plus infâmes. « Ah, pour celle-ci, dit le duc très haut en me désignant, il n'y a rien à dire. » Ce mot, que beaucoup de personnes entendaient ainsi que moi, me causa une si grande satisfaction que je me le rappelle encore aujourd'hui avec un certain plaisir. À peu près dans le même temps, il existait sur le boulevard du Temple ce qu'on appelait le Vauxhall d'été, dont le jardin n'était autre chose qu'un large espace destiné à la promenade et autour duquel s'élevaient des gradins couverts où s'asseyait la bonne compagnie. On s'y réunissait de jour en été, et la soirée finissait par un très beau feu d'artifice. Tous ces lieux étaient bien plus à la mode alors que ne l'est maintenant Tivoli. Il est même assez étonnant que les Parisiens, qui n'ont pour toute promenade que les Tuileries et le Luxembourg, aient renoncé à ces établissements, moitié citadins, moitié champêtres, où l'on allait respirer le soir en prenant des glaces. Mon vilain beau-père, ennuyé sans doute des hommages publics que l'on rendait à la beauté de ma mère,
et j'oserais dire aussi à la mienne, nous interdit les promenades et nous dit un jour qu'il allait louer une campagne. À ces mots, le cœur me battit de joie, car j'aimais la campagne passionnément. J'avais d'autant plus le désir d'y séjourner que j'en éprouvais un besoin réel, attendu que je couchais alors au pied du lit de ma mère, dans un coin enfoncé, où le jour n'arrivait jamais. Aussi le matin, quelque temps qu'il fit, mon premier soin était d'ouvrir la fenêtre pour respirer, tant j'avais soif d'air. Mon beau-père loua donc une petite bicoque à Chaillot, et nous allions y coucher le samedi pour revenir à Paris le lundi matin. Dieu, quelle campagne! Imaginez-vous, ma chère, un très petit jardin de curé. Point d'arbres, point d'autre abri contre le soleil qu'un petit berceau où mon beau-père avait planté des haricots et des capucines qui ne poussaient pas. Encore n'avions-nous que le quart de ce charmant jardin. Il était séparé en 4 par de petits bâtons, et les 3 autres parties étaient louées à des garçons de boutique, qui tous les dimanches venaient s'amuser à tirer des coups de fusil sur les oiseaux. Ce bruit perpétuel me mettait dans un état de désespoir, outre que j'avais une peur affreuse d'être tuée par ces maladroits, tant ils visaient de travers. Je ne comprenais pas qu'on pût appeler la campagne ce lieu si bête, si anti-pittoresque, où je m'ennuyais au point que je bâille de souvenirs en vous écrivant ceci. Enfin, mon bon ange amena à mon secours une amie de ma mère, madame Suzanne, qui vint dîner un jour à Chaillot avec son mari. Tous deux eurent pitié de moi, de mon ennui, et me menèrent quelquefois faire des courses charmantes. Malheureusement, on ne pouvait pas compter sur monsieur Suzanne tous les dimanches, car il avait une singulière maladie. De 2 jours l'un, il s'enfermait dans sa chambre, sans voir personne, pas même sa femme, ne voulant ni parler ni manger. Le lendemain, il est vrai, il reprenait toute sa gaieté et ses manières habituelles, mais vous sentez que pour faire une partie avec lui, il fallait se tenir au courant de l'intermittence. Nous allâmes d'abord à Marly-le-Roi, et là, pour la première fois, je pris l'idée d'un séjour enchanteur. De chaque côté du château, qui était superbe, s'élevaient 6 pavillons qui se communiquaient par des berceaux de jasmin et de chèvrefeuille. Des eaux magnifiques qui tombaient en cascade du haut d'une montagne située derrière le château fournissaient un immense canal sur lequel se promenaient des cygnes. Ces beaux arbres, ces salles de verdure, ces bassins, ces jets d'eau, dont un s'élevait à une hauteur si prodigieuse qu'on le perdait de vue, tout était grand, tout était royal, tout y parlait de Louis XIV. L'aspect de ce séjour ravissant me fit alors tant d'impression qu'après mon mariage, je suis retournée souvent à Marly. Un matin, j'y ai rencontré la reine, qui se promenait dans le parc avec plusieurs dames de sa cour. Toutes étaient en robe blanche, et si jeunes, si jolies, qu'elles me firent l'effet d'une apparition. J'étais avec ma mère, et je m'éloignais, quand la reine eut la bonté de m'arrêter, en m'engageant à continuer ma promenade partout où il me plairait. Hélas, quand je suis revenue en France en 1802, j'ai couru revoir mon noble et riant Marly. Le palais, les arbres, les cascades, les bassins, tout avait disparu. Je n'ai plus trouvé qu'une seule pierre qui semble marquer le milieu du salon. Monsieur et madame Suzanne me menèrent voir aussi le château et le parc de Sceaux. Une partie de ce parc, celle qui avoisinait le château, était dessinée régulièrement en gazon, en parterre, rempli de 1000 fleurs, comme le jardin des Tuileries. L'autre n'offrait aucune symétrie, mais un magnifique canal et les plus beaux arbres que j'ai vus de ma vie la rendaient de beaucoup préférable selon moi. Une chose qui prouvait la bonté du maître de ce magnifique séjour, c'est que le parc de Sceaux était une promenade publique. L'excellent duc de Penthièvre avait toujours voulu que tout le monde y entrât, et les dimanches principalement ce parc était très fréquenté. Je trouvais bien cruel de quitter ces magnifiques jardins pour rentrer dans le triste Chaillot.
Enfin, l'hiver nous fixa tout à fait à Paris, où je passais de la manière la plus agréable le temps que me laissait le travail. Dès l'âge de 15 ans, j'avais été répandue dans la haute société. Je connaissais nos premiers artistes, en sorte que je recevais des invitations de toutes parts. Je me souviens fort bien que j'ai dîné en ville pour la première fois chez le sculpteur Lemoine, alors en grande réputation. Lemoine était d'une simplicité extrême, mais il avait le bon goût de rassembler chez lui une foule d'hommes célèbres et distingués. Ses 2 filles faisaient parfaitement les honneurs de sa maison. Je vis là le fameux Lequin, qui me fit peur tant il avait l'air sombre et farouche. Ses énormes sourcils ajoutaient encore à l'expression si peu gracieuse de son visage. Il ne parlait point, mais il mangeait énormément. À côté de lui, tout en face de moi, se trouvait la plus jolie femme de Paris, Madame de Bonneuil, mère de Madame Renaud Saint-Jean d'Angely, qui alors était fraîche comme une rose. Sa beauté, si douce, avait tant de charme que je ne pouvais en détourner mes yeux, d'autant plus qu'on l'avait aussi placée près de son mari, qui était laid comme un singe, et que les figures de Lequin et de monsieur de Bonneuil formaient un double repoussoir, dont bien certainement elle n'avait pas besoin. C'est chez Lemoine que j'ai connu Gerbier, le célèbre avocat. Sa fille, Madame de Roissy, était fort belle, et c'est une des premières femmes dont j'ai fait le portrait. Nous avions souvent à ces dîners Grétry, Latour, fameux peintre au pastel. On riait, on s'amusait. L'usage à cette époque était de chanter au dessert. Madame de Bonneuil, qui avait une voix charmante, chantait avec son mari des duos de Grétry, puis venait le tour de toutes les jeunes demoiselles, dont cette mode, il faut l'avouer, faisait le supplice, car on les voyait pâlir, trembler, au point de chanter souvent faux. Malgré ces petites dissonances, le dîner finissait gaiement, et l'on se quittait toujours à regret, bien loin de demander sa voiture en se levant de table, ainsi que l'on fait aujourd'hui. Je ne puis cependant parler des dîners actuels que par ouï-dire, attendu que peu de temps après celui dont je vous parle, j'ai cessé pour toujours de dîner en ville. Les heures de jour m'étaient réellement trop précieuses pour les donner à la société, et un bien petit événement qui m'arriva vint me décider tout à coup à ne plus sortir que le soir. J'avais accepté à dîner chez la princesse de Rohan-Rochefort. Tout habillée et prête à monter en voiture, l'idée me prend d'aller revoir un portrait que j'avais commencé le matin. J'étais vêtue d'une robe de satin blanc que je mettais pour la première fois. Je m'assieds sur une chaise qui se trouvait en face de mon chevalet, sans m'apercevoir que ma palette était posée dessus. Vous jugez que je mis ma robe dans un tel état que je fus obligée de rester chez moi, et dès lors je pris la résolution de ne plus accepter que des soupers. Ceux de la princesse de Rohan-Rochefort étaient charmants. Le fond de la société se composait de la belle comtesse de Brionne et de sa fille la princesse de Lorraine, du duc de Choiseul, du cardinal de Rohan, de monsieur de Relière, l'auteur des disputes. Mais le plus aimable de tous les convives était sans contredit le duc de Lauzun. On n'a jamais eu autant d'esprit et de gaieté, et il nous charmait tous. Souvent la société se passait à faire de la musique, et quelquefois je chantais en m'accompagnant sur la guitare. On soupait à 10h30, jamais plus de 10 ou 12 à table. C'était à qui serait le plus aimable et le plus spirituel. J'écoutais seulement, comme vous pouvez croire, et quoique trop jeune pour apprécier entièrement le charme de cette conversation, elle me dégoûtait de beaucoup d'autres. Je vous ai dit souvent, chère amie, que ma vie de jeune fille n'avait ressemblé à aucune autre. Non seulement mon talent, tout faible que je le trouvais, quand je pensais au grand maître, me faisait accueillir et rechercher dans tous les salons, mais je recevais parfois des preuves d'une bienveillance pour ainsi dire publique, dont j'éprouvais beaucoup de joie, je vous l'avoue franchement. Par exemple, j'avais fait d'après les gravures du temps
les portraits du cardinal de Fleury et de la Bruyère. J'en fis hommage à l'Académie française, qui, par l'organe de d'Alembert, son secrétaire perpétuel, m'adressa la lettre que je copie ici et que je conserve précieusement. Mademoiselle, l'Académie française a reçu avec toute la reconnaissance possible la lettre charmante que vous lui avez écrite et les beaux portraits de Fleury et de la Bruyère que vous avez bien voulu lui envoyer pour être placés dans sa salle d'assemblée où elle désirait depuis longtemps de les voir. Ces 2 portraits, en lui retraçant 2 hommes dont le nom lui est cher, lui rappelleront sans cesse mademoiselle le souvenir de tout ce qu'elle vous doit et qu'elle est très flattée de vous devoir. Ils seront de plus à ses yeux un monument durable de vos rares talents qui lui étaient connus par la voie publique et qui sont encore relevés en vous par l'esprit, par les grâces et par la plus aimable modestie. La compagnie désirant de répondre à un procédé aussi honnête que le vôtre, de la manière qui peut vous être la plus agréable, vous prie, mademoiselle, de vouloir bien accepter vos entrées à toutes ces assemblées publiques. C'est ce qu'elle a arrêté dans son assemblée d'hier par une délibération unanime qui a été sur-le-champ insérée dans ses registres et dont elle m'a chargé de vous donner avis en y joignant tous ses remerciements. Cette commission me flatte d'autant plus qu'elle me procure l'occasion de vous assurer, mademoiselle, de l'estime distinguée dont je suis pénétrée depuis longtemps pour vos talents et pour votre personne, et que je partage avec tous les gens de goût et avec tous les gens honnêtes. J'ai l'honneur d'être avec respect, mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur. D'Alembert, secrétaire perpétuel de l'Académie française, Paris, 10 août 1775. L'hommage de ces 2 portraits à l'Académie me procura bientôt l'honneur de la visite de d'Alembert, petit homme sec et froid, mais d'une politesse exquise. Il resta longtemps et parcourut mon atelier, en me disant 1000 choses flatteuses. Je n'ai jamais oublié qu'il venait de sortir, quand une grande dame qui s'était trouvée là, me demanda si j'avais fait d'après nature ces portraits de la Bruyère et de Fleury dont on venait de parler. Je suis un peu trop jeune pour cela, répondis-je sans pouvoir m'empêcher de rire, mais fort contente pour la pauvre dame que l'académicien fût parti. Adieu, cher ami.